Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat sur la violence des mineurs, débat relancé par le procès des assassins de Sofiane et Kevin à Grenoble. Statistiquement, cette violence que les sociologues nomment violence enragée augmenterait dans la société française. Elle est multicausale, elle concerne des mineurs de plus en plus jeunes. Comment y faire face? Nous en parlerons donc tout à l'heure, mais avant cela, deux invités. Et quels invités? Laszlo Nemes, jeune cinéaste hongrois dont l'extraordinaire premier film Le Fils de Saul sort demain. Et on commence avec vous. Bonsoir Nadia, bonsoir Claude, mais pardon, je me consacre tout entière à vous, Mathias Sénart, prix Goncourt 2015. Bonsoir. Pour la boussole. Alors pour ce roman, Bonsoir, paru chez Actes Sud, c'est d'ailleurs un superbe doublé avec le prix Nobel de littérature que vit votre éditeur depuis quelques semaines. Mathias Sénart, on vous a vu filmer à votre arrivée chez Drouin comme un lapin dans les phares d'une voiture, disant « je suis ébloui, euphorique et en même temps légèrement stupéfié par ce qui m'arrive ». C'est vrai que c'était assez stupéfiant. D'abord parce que Goncourt, c'est pas rien que le nom. Certes. C'est le plus gros des prix littéraires français. Et ensuite, c'est vrai que l'accueil est vraiment impressionnant. Il y a des dizaines de photographes, peut-être même des centaines. Des centaines, allons-y, des dizaines de caméras, beaucoup de monde, beaucoup de flash qui crépitent. Et j'avoue que je n'avais jamais eu l'occasion de ressentir cela. Je pense que c'est plutôt effectivement le fait de musiciens, de footballeurs, de rockstars. Mais vous en êtes une. C'est très rare dans la vie d'un écrivain en tout cas. Mathias Sénart, et vous avez pris soin de préciser très vite que vous dédiez ce roman au peuple syrien, ce prix, car le roman est déjà dédié au peuple syrien. Très importante. Après, c'est un peu, vous savez, c'est une dédicace. C'est aussi un peu triste de se dire que voilà, c'est peut-être tout ce que je peux faire moi. Mais en tout cas, c'est vrai que la Syrie m'importe beaucoup et le conflit syrien est quelque chose que je suis presque quotidiennement. Et c'est extraordinairement triste. J'ai vécu assez longtemps en Syrie. Vous avez dit que c'est là-bas que vous avez été le plus heureux de votre vie. Vous appreniez des choses. En tout que cas, ça a fait l'homme et l'écrivain que vous êtes. Oui, une des périodes les plus heureuses de ma vie. C'est vrai que ça a sans doute contribué largement, en tout cas, à ce que je suis devenu par la suite. Vous êtes un bourlingueur, vous êtes un orientaliste, descendant de Pierre Loti et quantité d'autres. Et ce livre, donc Boussole, qui n'est pas votre premier roman, loin de là, est une rumination opiacée qui se déroule le long d'une nuit, une sorte de livre performatif, puisque le roman démarre d'une certaine manière à 23h, une nuit à Vienne, et se terminera à l'aube. Et c'est l'histoire des remémorations d'un musicien viennois qui s'appelle Franz Ritter, n'est-ce pas? Et qui se remémore une sorte d'Atlantide, d'Orient idéal et perdu. C'est un musicologue. Oui. Franz Ritter qui se remémore d'abord plusieurs choses, mais notamment la passion qu'il a pour une femme qui s'appelle Sarah, qu'il a connue dans sa jeunesse, qui se sont aimés longtemps, mais à distance, dans une histoire d'amour compliquée, un peu empêchée. Et il se remémore aussi les voyages qu'ils ont fait ensemble, voyages souvent d'études au Moyen-Orient, et notamment à Istanbul, à Damas, ensuite à Téhéran, dans un long voyage vers l'Est. Et à travers cela, il va nous raconter aussi, Franz Ritter, sa relation à la musique, à l'Orient, tout ce que la musique occidentale doit aussi à l'Orient, et des histoires de voyageurs, de littérateurs, de peintres, qui ont parcouru, dans un sens ou dans l'autre, ces chemins qui mènent vers l'Orient. C'est l'Occident qui a inventé l'Orient, d'une certaine façon, ou l'orientalisme? L'orientalisme y a bien sûr contribué. Le mot Orient, dans le mot orientalisme, c'est un complexe, un ensemble de fictions, d'images, qui se construisent des deux côtés, en fait, du Bosphore, une co-construction de la Méditerranée. Une co-construction, bien sûr. Et puis, c'est un mot qui a des effets. C'est-à-dire que l'Orient tend à ressembler ou pas à ce qu'on entend par d'orientalisme. Et les images et les peintures que peignent nos orientalistes, par exemple européens, peuvent devenir opérantes au sens où elles peuvent à leur tour transformer des paysages qui peuvent parfois tendre à ressembler à ce qu'ils ont peint auparavant. De l'Orient nous viennent aujourd'hui, dans l'actualité, la peur, l'horreur, la répulsion, la bascule. Ce que vous rappelez en écrivant, et on n'écrit pas pour rappeler, on ne fait pas œuvre pédagogique, puisque vous nous rappelez, c'est que beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse nous est venu de là-bas. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, et le livre est un peu, je l'ai écrit un peu dans cet esprit-là, c'est de dire les flammes de la violence, du terrorisme, du fanatisme, nous cachent un peu la réalité et la diversité du monde musulman,
entre monde arabe, monde turc, monde iranien. On a du mal à voir au-delà de la violence, en fait. Et on a du mal à ne pas amalgamer aussi, dites-vous. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de diversité, de façons très différentes de vivre l'islam. Tous les musulmans ne sont pas du tout des salafistes. Et on a l'impression un peu que l'image qu'on retient en Europe, c'est uniquement cela. Et on oublie aussi la longue relation historique d'échanges, de va-et-vient, d'aller-retour qu'on a pu avoir avec l'Est, avec le sud de la Méditerranée ou l'Est. Et alors que c'est très important, je pense, pour la transformation de la culture en Europe, pour les nombreuses renaissances qu'il y a eu au cours notamment du 19e et du 20e siècle. Cet Orient qui nous nourrit, qui vous nourrit, existe encore avec ce qui se passe à Palmyre, ville qui vous est chère, avec ce qui se passe autour de Daesh, il est en train d'être détruit. Ce dont vous parlez et ce qui vous a fait vivre, existe-t-il encore aujourd'hui? Moi, je pense que ça existe encore, bien sûr. Et Palmyre existe encore, évidemment. On a détruit une petite partie de Palmyre, mais l'esprit de Palmyre, cette cité de frontières, et les ruines, grande partie du site, sans doute, est encore là, du moins je l'espère. Et puis, au-delà des pierres, les gens sont aussi encore survivent. On essaye de trouver une solution à ce conflit Vous avez encore interminable. de l'espoir pour la Syrie aujourd'hui, pour le peuple syrien? Il faut en avoir, bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, la situation est tragique, mais que ce soit pour améliorer d'un côté les conditions de vie des réfugiés ou pour essayer de trouver une solution à court terme, une solution politique au conflit syrien, bien sûr, il faut s'y employer. Si on n'a pas d'espoir, on ne le ferait pas. Or, je pense que tout le monde a dans l'idée d'essayer de résoudre ce problème. Mathias Sénard, où commence l'Orient? Vienne ou Istanbul? Alors, en 1917, quand Hugo von Moschmanschal a cette formule, l'Orient commence à Vienne. C'est Vienne, porte de l'Orient. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu partout. Ouais. On peut, justement, la mondialisation fait que tout commence un peu partout. L'Europe est de plus en plus aussi nourrie par des voies orientales. Et de la même façon, l'Orient est de plus en plus irrigué par l'Occident. Donc, où commence l'Orient aujourd'hui? C'est une excellente question. Là, sans doute toujours à Vienne ou dans Boussole. Voilà, ici, dans la Boussole de Beethoven, qu'on retrouve dans votre roman foisonnant. Boussole, Mathias Sénard, chez Actes Sud, j'allais dire prix Nobel, non, presque, prix Goncourt 2015. Bravo. Merci d'être venu sur 28 minutes. Deuxième invité ce soir, dans un instant, le réalisateur hongrois László Nemes, 38 ans, auteur d'un magistral premier film primé à Cannes, un prix qui est presque un épiphénomène d'ailleurs, tant le film se situe ailleurs du côté des œuvres de Primo Levi, Claude Lanzmann ou encore Paul Celan, sa poésie. Le fils de Saul happe le spectateur dans le regard d'un membre des Sonderkommando à Auschwitz en octobre 1944. On retrouve László Nemes après son portrait par Marc-Antoine de Porrette. En tapant László Nemes sur Internet, on découvre que vous êtes né à Budapest, ce qui fait de vous un Hongrois. Entre la réalisation d'une œuvre horrifique à l'âge de 13 ans et celle de votre premier long métrage, il s'est écoulé 25 ans, soit un quart de siècle. Bon, entre-temps, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages multi-récompensés, Turlem et The Counterpart. En 2011, vous décrochez une bourse qui vous permet de développer avec Clara Royer le scénario du film Le Fils de Saul. Nous voilà plongés en 1944 dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Saul Oslander, un juif hongrois, fait partie des Sonderkommando, des prisonniers forcés d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Lorsqu'il décide de sauver des fours le corps de son fils. Un projet dérisoire, une quête divine et pour nous spectateurs, une immersion dans un univers noir et violent. Oslander. Pour parvenir à ce résultat, vous avez notamment mis en place un dogme avec vos équipes. Le film ne peut pas être beau ni séduisant, ne pas faire un film d'horreur. La caméra est la compagne de Saul, elle reste avec lui à travers l'enfer. Autant de codes de tournage qui plongent le spectateur dans l'inhumanité de la solution finale et vous conduisent à décrocher directement le Grand Prix du Festival de Cannes cette année. J'ai essayé de parler de sujets graves, à ma génération de parler de la destruction des Juifs d'Europe. Alors que ce continent est encore hanté par ça. La Shoah vous hante aussi, une partie de votre famille a été assassinée à Auschwitz.
Parmi les réalisateurs que vous admirez, Michelangelo Antonioni, Stanley Kubrick et Ingmar Bergman. Ces monstres des salles obscures peuvent dormir tranquilles, leur fils vient de voir le jour. Laszlo Nemes, vous avez bien fait d'attendre un quart de siècle pour réaliser cette œuvre déchirante. Bonsoir Laszlo Nemes qui n'aime pas se regarder. Bonsoir. Et on peut le comprendre. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes très jeune, vous avez fait quelques courts-métrages, vous avez travaillé avec un immense cinéaste Béla Tarr et vous choisissez comme sujet de votre premier film la Shoah et le destin d'un homme à Auschwitz, un Sonderkommando, Auslander. C'est un choix extrêmement périlleux. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire ce film, ce sujet ? Je ne suis pas capable d'analyser ma démarche. Je crois que c'est quelque chose qui est en moi. La destruction de ma famille, je crois, m'a été transmise d'une manière presque génétique. Donc je portais ça en moi. Et puis le cinéma, pour moi, c'est aussi de l'ambition, c'est-à-dire faire des films qui n'ont pas encore été faits. Néanmoins, je crois qu'il y a 5 ans, vous êtes tombé sur un livre déterminant quand vous étiez en Corse, un livre qui est une compilation de récits des quelques, ils sont 3, 4, 5, 6 survivants des Sonderkommando, un livre qui s'intitule « Des voix sous la cendre », n'est-ce pas? Et là, vous avez commencé à trouver votre source documentaire. Oui, il y en a eu plus des survivants, pas beaucoup, une centaine après la guerre, mais on sait que plusieurs d'entre eux, ceux qui sont morts, ont écrit, donc ont noté tout ce qui concernait leur vie quotidienne. Et donc, au cœur de l'extermination, des gens qui voyaient tout, ont marqué les choses d'une manière quotidienne. Et ça, c'était, en tant que lecteur, c'était une expérience assez fascinante et effrayante aussi. On va regarder la bande-annonce du fils de Saul. On vous retrouve juste après, évidemment, Laszlo Nemes. Claude. Votre film n'épargne rien, il y a un parti pris. On voit Auschwitz, le Sonderkommando, avec les yeux de votre personnage, l'Auslander. Il y a des scènes de nettoyage des chambres à gaz, du sang, de la mort. Vous avez décidé délibérément de nous épargner, j'allais dire aux spectateurs, tout ce qui pourrait nous soulager, pour montrer toute l'horreur de ce que c'était. J'ai essayé de faire le portrait d'un homme au cœur de l'enfer. Et en me focalisant sur cet homme-là, sur un visage, quelque part, j'ai essayé de donner une référence humaine à tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'extermination. Donc du coup, tout ce qui est autour, le camp n'arrive que d'une manière très fragmentaire au spectateur. C'est l'imagination du spectateur qui doit reconstruire. Cet homme-là est l'aune et la mesure de tout ce que l'on voit, ce qui vous a permis, j'imagine, de régler aussi la question qui obsède tous les cinéastes qui ont essayé un jour ou l'autre de filmer quelque chose qui se rapproche ou qui se rapporte à la solution finale. Quelle est la position éthique du cinéaste ? Vous êtes resté à la hauteur de ses yeux et de sa nuque. On ne voit que ce qu'il voit. Oui, éthique et esthétique sont liés profondément. Donc si on donne la mesure de l'homme, on donne aussi indirectement l'infini de l'horreur. Mais il ne faut pas la montrer de face, d'une manière frontale, parce qu'on réduit en essayant de montrer frontalement. Donc voilà, c'était finalement une idée très simple. Qui nous a guidés à travers le film. L'idée très simple, c'est un homme qui croit reconnaître son fils et qui veut lui donner une sépulture dans un lieu où tout lien généalogique et toute possibilité de descendance sont exterminés. Cette histoire de dire que l'humanité, ce miracle fugace, peut malgré tout se produire là, dans cet endroit, au cœur de l'enfer. C'est la question du film. Est-ce que quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de Dieu, quand il n'y a plus de religion, est-ce qu'il y a la possibilité d'une voix intérieure, d'une sorte de loi innée, archaïque, si on veut, voilà, qui nous permettrait de rester humain. Le point de départ, c'est, dans les livres que vous avez lus, un homme avait effectivement reconnu son fils parmi les victimes des chambres à gaz.
C'était ça le point de départ d'Anecdotes fondatrices? Moi, je n'ai jamais lu. Vous n'avez jamais lu Non, cela, non, quand non, même. non. Vous avez vu tous les films qui ont eu trait à la Shoah, qui ont prétendu la décrire, la raconter, voire l'apprivoiser? Vous avez vu la liste de Schindler? 400 films ou 15 ans, j'ai pas pu voir tous les films, mais j'en ai vu assez. Et puis il y a des choses qui se répètent, et puis il y a des choses qui sont copiées les uns des autres. Ils se copient, et puis ils reproduisent des codes qui ont plus rapport à l'après-guerre qu'à la Shoah, je pense. Claude Lanzmann, qui a fait Shoah, disait qu'on ne pouvait pas montrer cela. Il avait détesté la liste de Schindler. Il vous adoube. Il considère que vous avez su le faire. C'est important pour vous, au fond, par rapport à ce que vous vouliez montrer, faire dans ce film. C'est anecdotique, j'allais dire l'hypertexte ou les débats autour. On ne s'est pas posé sur un débat intellectuel en faisant ce film. On l'a fait d'une manière quand même assez instinctive. On était au courant. La question, c'était vraiment, est-ce qu'on on garde en esprit la dignité des morts? Et on savait qu'on avait un sens de la responsabilité, qu'on devait avoir un sens de la responsabilité quand on traite d'un sujet comme ça. Et justement, c'est de ne pas prendre la Shoah pour ses effets dramatiques, mais pour sa nature, c'est-à-dire interroger sa nature. Nadia, parlez-nous de Shlomo Venezia. Oui, c'est un témoignage. Vous vous êtes appuyé sur le témoignage de cet homme qui s'appelle Shlomo Venezia. C'est l'un des rares escapés des Sonderkommando. Il est mort le 30 septembre 2012, à 89 ans, après avoir dédié les dernières années de sa vie à raconter, à témoigner sur le travail forcé à Auschwitz-Birkenau. Il était chargé de couper les cheveux des cadavres sortis des chambres à gaz. Et comme seul, il a vu, non pas son fils, mais son oncle parmi les condamnés. Comme seul, il a participé à la révolte des Sonderkommando le 7 octobre 1944. Il a survécu. Et ce qui est troublant avec cet homme, c'est qu'il a mis énormément de temps à parler. Il a mis 40 ans à raconter ce qui s'était passé. Il raconte que c'est au moment où il a vu le retour des négationnistes qu'il a décidé de prendre la parole. Il a écrit un livre qui a été traduit en 19 langues. Mais comment est-ce que vous comprenez qu'on peut attendre aussi longtemps avant de raconter ça? Le traumatisme est, je crois, assez inimaginable. C'est quelque chose que l'après-guerre n'a jamais vraiment mesuré. C'est la profondeur du traumatisme individuel dans le camp d'extermination. Laszlo Nemes, quand le philosophe Georges Didier Huberman, dont voici l'essai, vous haussez les sourcils, vous le trouvez écrasant, cet essai qui est consacré à votre film, Sortir du noir. Quand vous lisez qu'il dit « ce film nous fait sortir de ce trou noir » et c'est un conte cinématographique. Comment entendez-vous ce conte cinématographique? Il a quelque chose de très archaïque. L'histoire du film n'est pas très compliquée. C'est quelque chose de... C'est donner un... donner un sens humain alors qu'il n'y a plus du tout de référence humaine. Donc pour moi, ce livre est extraordinaire puisqu'il est très bien écrit, il est très compréhensible et il parle du film comme film, mais il parle aussi de ce qu'il y a derrière. Donc, c'était une grande aventure. Vous avez porté ce film pendant des années, vous êtes marqué encore, on le sent. À quel moment pouvez-vous passer à autre chose, ne plus être ce film? Vous n'auriez tourné que ce film-là dans votre vie, vous aurez déjà fait une œuvre fondamentale. Comment est-ce qu'on passe à autre chose quand on est jeune, quand on est cinéaste? C'est la question que je me pose en ce moment. Donc j'essaie de faire un autre film qui va se passer avant la Première Guerre mondiale, à Budapest. Donc c'est quelque chose... des choses qui m'intéressent sur la civilisation, des questions fondatrices. Et ça, je pense que je ne me suis pas arrêté là. Vous ne ferez pas de film léger, ça ne nous arrivera jamais. Si, j'aimerais bien. Enfin, léger, même une comédie peut-être très grave. Donc, ou Billy Wilder. Donc, Howard Hawks. Juste une dernière question, pardonnez-moi, mais on est très intrigués. Qui est ce comédien qui est, paraît-il, poète et qui joue Auslander? Qui est-il, Saul? C'est un ami. Ouais. Que j'avais rencontré à New York quand j'étais à New York et qui est un homme étrange. Et qui n'est pas comédien. Qui n'était pas comédien. Il a eu quelques rôles au cinéma dans les années 90 en Hongrie. Des expériences déplorables a priori. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un de très intéressant et c'est quelqu'un qui a un rapport très inné à la question et aussi qui était presque comme mon personnage principal.
il porte en lui mon personnage principal. Porte le film. Film tourné, précisons-le, en argentique, sur pellicule. C'était essentiel pour vous. Merci Laszlo Nemes. Oui. Le fils de Saul sort demain sur tous les écrans français. Film indiscutable, indispensable et magistral. Place au débat sur la violence des mineurs en France. Faits divers tragiques comme le lynchage à mort de Kevin et Sofiane par une meute de jeunes près de Grenoble en 2012 raniment ce débat sur une ultra-violence que la société et les pouvoirs publics ne sauraient ni juguler, ni prévenir, ni réprimer efficacement. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est le procès d'une expédition punitive qui s'est ouvert hier à Grenoble. Dans le box des accusés, 12 jeunes de 19 à 24 ans. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Kevin et Sofiane, lynchés par la bande. Déception pour les familles des victimes, le procès se tiendra à huis clos. Nos enfants ont été assassinés en public, donc on voulait un débat public. Le président nous a même pas voulu nous écouter et nous entendre. Kevin, un étudiant de 21 ans, et Sofiane, un éducateur de 22 ans, étaient deux amis souvent donnés en exemple dans leur quartier. Ils ont été tués en septembre 2012 à Échirolles, une histoire de mauvais regard qui a mal tourné. Les deux garçons ont été pris à partie par des agresseurs alcoolisés. Armés de couteaux, de manches de pioche ou de bouteilles, la bande s'est acharnée. Complètement anéanti parce que c'est un acte barbare et gratuit. Ce drame a bouleversé la France. François Hollande et son Premier ministre se sont rendus sur place quelques jours après les faits, interpellés par les habitants. S'il vous plaît, monsieur, j'ai un enfant de 19 ans. Vous êtes là aujourd'hui, je vous le dis, ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Ils ne le seront pas. Ça change à Grenoble. 3 ans plus tard, la violence des jeunes reste préoccupante. Ils seraient responsables d'agressions toujours plus graves, de plus en plus tôt. Comment prévenir et sanctionner? La question divise. La droite veut bâtir un code pénal des mineurs, alors que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, souhaite-t-elle revenir aux fondamentaux de l'ordonnance de 1945, qui privilégie le volet éducatif. Répression, éducation, devant la violence des jeunes, comment faire face? Bonsoir à tous les deux, c'est un débat à deux, c'est un débat plus court que d'habitude. Jean-Pierre Rosenzweig, bonsoir, vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, vous êtes le président du Bureau international des droits de l'enfant. Et selon vous, il faut arrêter de parler de laxisme, primo, et secondo, il faut considérer que le problème n'est pas le droit, mais les moyens au service de la loi. L'enjeu est de soigner les mineurs délinquants. À côté de vous, Alexandre Juliaris, c'est ça. Bonsoir, vous êtes juriste, délégué général de l'Institut pour la justice. Vous êtes pour une refonte de la justice pénale des mineurs pour la suppression de l'ordonnance de 1945 et l'élaboration d'un code pénal des mineurs. Comme les Républicains, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, une question d'un internaute. Oui, que je vous lis tout de suite. Les médias insistent souvent sur l'âge de certains jeunes coupables de violence. La violence commence-t-elle aujourd'hui de plus en plus tôt? Jean-Pierre Rosenzweig, c'est vrai qu'on a vu récemment des affaires où de très jeunes garçons étaient impliqués. Est-ce qu'on voit mal? Est-ce qu'on n'est pas jeune, violent de plus en plus tôt aujourd'hui? Toute la vie est une violence. Dès que l'enfant naît, il commence à crier, à se battre. Il se bat même dans le ventre de sa mère, nous dit-on. Donc derrière la plaisanterie, de tout temps, et encore maintenant, les jeunes, les enfants ont des réactions de violence. Il faut les maîtriser. L'éducation, c'est maîtriser la Donc il n'y a pas de violence de plus en plus précoce aujourd'hui? Alors plus précoce, qu'est-ce qu'on veut dire par plus précoce? On est dans le scientisme, dans l'approche, dans la sensibilité. Par exemple, on pourrait dire, et volontairement être polémique, surtout par rapport à l'affaire de Grenoble qui est gravissime. Une bagarre dans une cour d'école, on l'a tous connue. Avant, c'était un problème disciplinaire. Maintenant, ça relève du procureur de la République et du juge pour enfants. Donc, il faut garder la mesure des choses. Alors, parlons de choses graves. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, il faut savoir de quoi on parle aussi. Vous avez dit les jeunes et la délinquance juvénile. C'est deux choses différentes. La jeunesse, ça va jusqu'à 25 ans pour les sociologues. Pour Tintin, c'est jusqu'à 70 ans. Non, mais les mineurs. Oui, justement, oui, vous avez commencé sur le titre, c'est la violence des jeunes. Et pour après venir sur la délinquance juvénile. C'est deux choses différentes. Les jeunes délinquants, c'est moins de 18 ans. On est majeur à 18 ans. Majorité civile, majorité pénale. Dans l'affaire de Grenoble, par exemple, il y a 12 personnes qui sont mises en cause, dont 2 seulement ont moins de 18 ans. Qui étaient mineurs. Est-ce qu'on parle de la délinquance juvénile ou la délinquance des jeunes en général? Si on n'est pas précis, on fait du scientisme. Claude?
Notre chiffre de jour, 17. 17 comme l'adolescence, 17 comme le pourcentage de jeunes impliqués dans les violences, des atteintes volontaires à l'intégrité physique. C'est un chiffre qui évolue chaque année, mais en gros, dans les années 70, 14% des atteintes aux personnes volontaires étaient le fait de mineurs. Aujourd'hui, 17%. Est-ce que ça veut dire, Alexandre Gularis, que les jeunes d'aujourd'hui doivent nous inquiéter, nous les adultes, plus qu'ils n'inquiétaient nos parents ? Je crois qu'en tant qu'adulte, on est toujours responsable des mineurs. Donc, a priori, oui, il faut se poser la question de savoir pourquoi les mineurs aujourd'hui. J'ai pas dit responsable. Peur. Est-ce que l'adulte que je suis, le vieux monsieur que je suis, doit avoir peur des gamins ? Mais il doit se méfier, oui. On doit se poser la question de savoir si un jeune est dangereux ou non. Savoir, par exemple, quand on constate, moi je m'inscris en faux avec les propos de M. Rosenzweig, sur la délinquance des mineurs, sur ce qu'on peut qualifier de viol, l'augmentation, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes violents, est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes ? Eh bien, on constate que la part des mineurs dans les viols, par exemple, a augmenté de 4 points en 4 ans. On est à 27,5%. Il y en a combien en France de viols ? Oui, non mais combien sur 3, il y en a 300. Alors, vous avez aussi le problème des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle. Est-ce que pour autant, le viol dont vous parlez, c'est la violence au quotidien ? Vous mélangez délit et crime. Vous prenez les affaires gravissimes et vous nationalisez les affaires gravissimes. Il se trouve effectivement que, par exemple, Grenoble est une affaire gravissime et que ça ouvre un débat parce qu'il y a des questions. Désolé, chacun son tour. Pardonnez-moi, on ne comprend pas. C'est une cacophonie. Jean-Pierre Rosenzweig, vous imaginez, quand vous étiez... Je ne dis pas l'importance des viols, je la relativise. Pardon. Vous imaginez être juge en face de ces jeunes gens, en face de ces jeunes gens, ceux des Chirolles. Comment est-ce qu'on juge des gens qui sont devenus des sauvages, des brutes, en bande ? Qu'est-ce qu'on en fait de ceux-là ? Dans l'histoire de l'humanité, Nuremberg, pour ne parler que de Nuremberg, reprendre le sujet de tout à l'heure, on en a jugé des gens qui ont fait des choses abominables et abominable dans tous les sens du terme. Il faut garder son sang-froid, il faut revenir aux faits. Ça va être d'ailleurs le problème des Chirolles. Qui a fait quoi pour effectuer... Ils sont tous considérés comme co-auteurs. Non. C'est pas à vous que je vais venir dire que le procès a à peine commencé. La première décision qui a été prise, c'est de savoir s'il y avait publicité ou pas publicité de l'audience. Et vous savez qu'il n'y aura pas publicité de l'audience. Bon, alors ne parlons pas de ce procès. Bon, donc extrapolons. Ça va prendre 15 jours, 3 semaines avant de savoir qui aura fait quoi. Et deuxièmement, il faudra adapter la réaction à la personnalité de chacun. On n'en est pas là encore. Donc on ne parle pas de ce procès. Pour répondre à votre question, oui, c'est difficile de juger. Mais juger, d'ailleurs, ça n'est pas seulement, et c'est le sujet de fond, ce n'est pas seulement infliger une sanction, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui était délinquant à un moment donné et qui m'a pu faire des choses abominables ne le soit plus après. Parce que par définition, il est jeune, il va encore vivre très longtemps et il faut protéger la société. Alors ça sera dans un deuxième temps ce que vous préconisez. Mais est-ce que réellement on peut essayer d'identifier les causes qui expliquent qu'il y a quand même une recrudescence, une augmentation de cette violence ? Je serais prudent sur recrudescence ou augmentation. Il y a une réalité de la délinquance. Oui, une réalité. En tout cas, il y a un ressenti et un ressenti. Ressenti, on est tout à fait d'accord. Donc, on peut peut-être être d'accord sur le fait qu'il y a une augmentation des atteintes physiques à la personne chez les mineurs et chez les majeurs. Et ben voilà. Alors, donc, on est d'accord sur ce constat. Donc, on constate bien aujourd'hui qu'il y a une augmentation des violences physiques, donc des violences qui sont plus traumatisantes pour les victimes, parce que c'est plus grave et plus traumatisant de se faire agresser physiquement que de se faire voler une voiture. Et donc, ce phénomène-là, il peut avoir des causes et il doit avoir des réponses, notamment des réponses pénales. Il peut en avoir, mais lesquelles ? Les causes, elles sont multiples. Il y a, à mon avis, le fait que la justice n'est pas à la hauteur dans sa réponse pénale au quotidien, qu'on voit aujourd'hui, par exemple, écoutez, on n'a pas le même avis, mais en tout cas, moi, je considère 40% des cas, ce sont des... Alors, vous savez aussi bien que moi que le texte que vous attaquez, c'est dans le 45 qui dit que les sanctions doivent être exceptionnelles. Dans 40% des cas, ce sont des peines qui sont infligées. Une exception à 40%, c'est pas une exception. Et vous avez aussi, si on s'intéresse à la question des mineurs, il y a 25% des personnes qui sont des mineurs qui sont suivis par la justice, où il y a un classement sans suite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison pour ce classement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de classement sans suite. Vous devriez le dire. Non, parce que par exemple, quand il y a un défaut d'élucidation et d'identification de l'auteur, effectivement, il y a un classement sans suite. Est-ce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de fait de délinquance et que la société... Mais ce n'est pas un mineur qui est en cause. Jean-Pierre Rosenzweig, Alexandre, c'est une question à tous les deux. Il y a des livres, il y a des discours publics, il y a un sentiment dans la société de ce qu'on appelle l'ensauvagement, qu'on serait une société où les bornes sont franchies beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est ça le point de départ, que nous vivons dans une ère de moindre civilisation qu'il y a 10, 20 ou 30 ans ?
Plus d'appréhension, bien sûr. Il y a un phénomène de banalisation de l'ultraviolence dans notre société qui peut s'expliquer pour différentes raisons. Aujourd'hui, si vous allumez votre télévision, du fait de la multiplication des chaînes de télévision, vous pouvez voir 24 heures sur 24 des programmes extrêmement violents où la mort est complètement banalisée. Il y a un effet de loupe. Non, vous voulez dire un effet de contamination, etc. Oui. Exactement. Tout est déréalisé. Tout est déréalisé, exactement. D'accord, donc ça peut être et ce phénomène-là se conjugue au développement des jeux vidéo, par exemple, où la violence est très répandue. Tous ces phénomènes-là se conjuguent pour, à mon avis, banaliser des formes d'ultra-violence qui expliquent, par exemple, ou qui expliqueraient en tout cas, qu'aujourd'hui, pour des disputes, vous le disiez, oui, il y a 30 ou 40 ans, il y avait aussi des disputes dans les cours de récréation. Mais il y a 30 ou 40 ans, il y avait moins de règlements de compte entre bandes rivales qui conduisent à la mort tragique de deux jeunes hommes. Mais pour être dans votre sens, nous avons connu le cas à Bobigny, où un jeune qui avait planté un couteau dans le cœur, un jeune qui avait 12 ans, qui avait planté un couteau dans le cœur d'un autre jeune pour une montre, était convaincu que le gamin allait s'en sortir. Parce que comme sur la Game Boy, on a 3 vies. Ben non, dans la vie, on n'a pas 3 vies. Donc je suis d'accord avec vous sur la banalisation. Alors maintenant, la question, c'est celle des réponses. Que faire? Voilà, quelle réponse? Et ben alors, code pénal pour mineurs, ça vous semble... Non, mais avant de parler d'un code pénal, il faut sur les causes. La plupart de ces jeunes sont des jeunes qui sont mal encadrés. Non pas que les parents soient démissionnaires, mais avec des parents ou des adultes qui sont en difficulté. Il faut instaurer, sinon restaurer, l'autorité parentale, la responsabilité parentale. On entend yaka. Non, il n'y a pas comment yaka. on fait? Comment on fait? Comment fait-on 30 ans à monter la loi. Il y a un exemple très concret. Donc en rendant les parents, par exemple, responsables de ce que font leurs enfants? Non, il faut mettre les adultes en situation de responsabilité. Je donne un exemple très concret que tout le monde va comprendre. Vous savez qu'1 500 000 enfants, personnes de moins de 18 ans actuellement, sont élevés par un beau-père et par une belle-mère. Quittez-toi, t'es pas mon père, va te faire foutre. Ce que j'ai entendu 1000 et une fois dans mon cabinet. Je suis pas ton père, mais tu vas te coucher, tu vas te laver les dents, tu vas faire tes devoirs. Et tu sortiras pas ce soir. Maintenant, s'il s'agit de faire du saut à l'élastique ou d'aller à l'étranger, c'est ton paternel qui en parlera. Mais tu vas respecter mon autorité. Eh bien, il y a une loi qui est bloquée depuis 2014. On a milité pendant 20 ans. M. Sarkozy s'est engagé. Quelle loi? La loi autorité parentale et intérêt de l'enfant, présentée par Mme Chapdelaine et M. Binet. Cette loi a été votée en partie, mais n'est pas passée au Sénat, parce que la gauche au pouvoir, pour dire les choses très crûment, a le sentiment que si elle instaure la responsabilité des beaux-pères et des belles-mères, elle détruit la famille, le père et la mère. Donc il faut dans nos têtes, quand on entend l'hymne à la responsabilité des adultes, on met les adultes, d'abord les parents, en situation de responsabilité. Puis après, il y a besoin d'un soutien. Très bien. Alors ça, un centre de parents. Ça, c'est un point très précis. On va vous soumettre une autre possibilité. Centre d'éducation fermé? Oui, les centres d'éducation, les centres éducatifs fermés. Donc, ce sont ces centres où l'on place des mineurs délinquants multirécidivistes à partir de 13 ans pour 6 mois, 1 an. Ça a plutôt mis la gauche et la droite d'accord. La droite les a créés en 2002. Le candidat Hollande voulait en doubler le nombre. Et en 2012, Christiane Taubira annonçait qu'elle renonçait à créer plus de centres. Elle a pris des distances. Après ça, il y a quand même eu beaucoup de témoignages, beaucoup de rapports qui ont montré le côté sombre de ces centres. Juste, on peut évoquer des problèmes de surpopulation, de délabrement, de surveillance de séminaires, parce que le personnel a été réduit pour faire des économies. On se rappelle que Jean-Marie Delarue, qui était contrôleur des prisons en 2013, avait dit « Tout se passe comme si l'objectif de ces CEF était de parquer les enfants ». C'est vrai ? Tout à fait. Vous savez comment... Mais d'un autre côté, il fait des choses intéressantes. Avec 27 éducateurs à 600-800 euros par jour, heureusement qu'il Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les fermer aujourd'hui? Ça suffit pas. Mais non, arrêtez de dire blanc, noir. La vie est grise et plus compliquée que ça. Vous savez combien ça concerne les jeunes en centre éducatif fermé sur l'année? 1500 jeunes. 1500 jeunes sur 60 000 jeunes qui sont suivis. Vous voyez bien, 1500 par rapport à 60 000, ce n'est qu'une réponse parmi d'autres. Oui, Alexandre Julien, les 1500 jeunes en question sont ceux qui posent le plus de problèmes parce qu'ils sont multirécidivistes. Ce sont les cas les plus graves. Donc c'est les cas les plus graves. Pourquoi pas systématiquement. À la base, c'était pour ça. Essayez de ne pas vous interrompre, il nous reste de moins en moins de temps. Pourquoi ces centres éducatifs fermés sont une bonne idée? Pourquoi? L'idée, c'est d'écarter un jeune d'un milieu criminogène dans lequel il peut évoluer et d'essayer de le réinsérer, de resocialiser. Or, quel est le problème dans certains centres? C'est qu'on a confié la gestion de ces centres à des équipes éducatives ou à des équipes associatives qui n'ont pas l'expérience suffisante, et c'est ce qu'explique notamment M. Delarue dans ses rapports, qui n'ont pas l'expertise pour gérer ces jeunes délinquants mineurs. Et donc, on a confié à des gens qui n'étaient pas faits pour cela, des jeunes qui sont aujourd'hui... Dans votre sens, des moniteurs éducateurs parfois. Même des moniteurs éducateurs, qui ne sont pas adaptés pour s'occuper de mineurs délinquants. Et donc, voilà encore, à mon avis, une bonne idée qui a été relativement gâchée. À mon avis, c'est l'ensemble, une loi et cette idée. C'est l'ensemble de la réponse pénale qui est donnée aux mineurs qui doit être revue avec une priorité, à mon avis, c'est la rapidité. Parce que entre 14 et 18 ans, il se passe énormément de choses dans la construction de la personnalité, on le sait, tous les criminologues, tous les psychiatres, pédopsychiatres le savent, il se passe des choses très importantes et si on n'apporte pas une réponse extrêmement rapide, tout de suite. Il faut le plus rapidement possible. Réagir rapidement, il n'a pas dit sanctionner.
je pense qu'il faut aussi sanctionner le plus rapidement possible, parce que la réponse dans son ensemble, qu'elle soit une mesure éducative ou une sanction éducative, doit être prononcée très vite pour que le mineur puisse prendre conscience qu'il a transgressé la loi. Est-ce qu'on sanctionne parce que du point de vue de la société des adultes, il est inenvisageable de ne pas sanctionner, ou est-ce qu'on sanctionne avec sanctionnarisme parce que ça les fera changer, ces gosses? Les deux, en général, comme dit mon voisin. Mais c'est-à-dire que quand vous avez des enfants, quand vous les punissez, ça a une valeur éducative. C'est pour si une pédagogie accompagne la punition. Exactement. C'est pas une fin en soi. À 16, 17, 18 ans, ultra-violence, valeur éducative encore. Là, je suis parfaitement Vous êtes censé être le répressif. Vous êtes angéliste là, ou non, peut-être que vous aviez une vision un peu fausse. C'est-à-dire à mon avis, il y a pour les individus dangereux de ce type, il y a, et là on va certainement avoir une divergence, il y a des outils modernes d'évaluation de la dangerosité, d'outils criminologiques d'évaluation de la dangerosité qui sont développés. Non, on peut pas faire de la détection sur des gens qui n'ont jamais commis d'acte, bien sûr. Mais ces outils sont utilisés dans la quasi-totalité des pays européens, sont utilisés au Canada. On cite souvent le Canada. Le Canada utilise ces outils parce qu'on ne peut pas punir et réinsérer aussi un individu de la même manière en fonction. Absolument, c'est indispensable. Vous êtes d'accord ou pas, Jean-Pierre Rosenweg? Moyennement, mais je crois que ce n'est pas le débat. Bon, alors, le débat, concluez. par rapport à votre truc, c'est est-ce qu'il faut changer la loi? Oui, il faut adapter la loi, mais il faut continuer à l'adapter, mais on l'a déjà fait 70 fois depuis 45. Mais surtout, il faut mettre en œuvre la loi. On a adopté une bonne loi en 2013, qui est rentrée en application en 2014, qui veut que dans les 5 jours où une mesure éducative est prononcée par un juge pour enfant, elle doit être mise en œuvre. Il faut garantir que tous les jeunes qui sont l'objet d'un mandat judiciaire, un mandat éducatif décidé par un juge, réellement sont suivis par des éducateurs et pris en charge. C'est pas le cas. Le plus rapidement possible. De mon point de vue, ça aurait été le lendemain. Quand vous avez bobo, quelque part, vous avez un médecin qui vous soigne le jour même. Quand vous avez bobo à papa, à maman ou à la société, vous devez voir quelqu'un qui intervient rapidement. Et on peut incarcérer le jour même s'il le faut. Et là où je suis d'accord avec vous, l'incarcération fait partie de la démarche éducative. Le mot de la fin d'un débat que nous reprendrons peut-être d'ici quelques semaines. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été aussi clairs. L'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, Montaigne et la Boétie, d'une certaine manière. Ils sont indissociables. Leur point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité, c'est après Désintox, la brigade de vérification des faits. Ce soir, Marine Le Pen, présidente du Front National, et les statistiques ethniques. Et revoilà le débat sur les statistiques ethniques. Depuis que l'ancien Premier ministre François Fillon a proposé de faire sauter ce tabou français, la polémique a été relancée. Sur France 2, Marine Le Pen a redit son opposition totale, brandissant l'épouvantail américain. Les statistiques ethniques, c'est quoi? C'est comme aux États-Unis, on marque sur votre carte d'identité noire. Il est vrai que les États-Unis pratiquent sans complexe les statistiques ethniques, mais la vision qu'en a Marine Le Pen est caricaturale. D'abord, il n'existe pas de carte d'identité nationale outre-Atlantique. Les Américains y sont très opposés et l'associent au fichage des régimes totalitaires. Mais en 2001, suite aux attentats du 11 septembre, le président du groupe informatique Oracle avait proposé de mettre en place un tel document. La Maison-Blanche avait rejeté sa proposition, déclarant n'avoir même pas examiné son idée. Pour s'identifier, les Américains utilisent d'autres documents, comme le passeport ou le permis de conduire, où figurent les renseignements d'usage. Mais l'origine raciale ou ethnique n'est jamais mentionnée. Les administrations sont bien autorisées à poser des questions concernant les origines, mais rien ne contraint les citoyens à cocher là ou les cases qui leur correspondent. Enfin, le recensement obligatoire demande ainsi aux Américains de définir leurs origines raciales parmi 15 choix différents. En 2010, sur les 309 millions d'Américains recensés, 19 millions ont choisi la case « Autre », notamment parce qu'ils ne savaient pas dans quelle case se ranger. Merci Désintox. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin, Xavier Mauduit. Fringant, hein Nadia? On commence avec vous, Xavier Mauduit. L'épisode de la pollution sur Paris et des particules fines est terminé et se conclut par la mise en place automatique, à l'avenir en tout cas, de la circulation alternée. Anne Hidalgo 1, Ségolène Royal 0, est-on tenté de dire, ce qui vous a rappelé la chute de Rome à cause du plomb? Ah bah oui, directement, c'est ça. On va à Pavie, dans le nord de l'Italie, le 23 août 476. Et oui, ce jour-là, Odoacre, chef des Urules, un terrible peuple barbare venu de Germanie, est proclamé roi d'Italie par ses troupes. On peut dire que ce 23 août 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors bien sûr, choisir une date précise comme ça pour marquer la fin d'un empire plusieurs fois centenaire, c'est un petit peu artificiel, hein, ça fait juste joli dans la chronologie, parce qu'en réalité, la chute de l'Empire romain s'explique sur le temps long. Et d'ailleurs, depuis 476, on ne cesse de chercher une explication. Eh bien, dans les années 1960, une hypothèse a été inventée un peu rigolote,
rigolote d'ailleurs. La chute de l'Empire romain s'expliquerait à cause du plomb. Dans les villes romaines, les canalisations étaient en plomb. Boire du plomb, c'est pas bon. Non. Ça cause des problèmes digestifs, des troubles du comportement. C'est le saturnisme. Et avec le plomb, ça tourne pas rond. Face aux barbares, il a osé. C'est mardi. Les Romains sont complètement plombés. Alors certains historiens ajoutent même que les élites bénéficient des plus grosses canalisations et donc cet excès de plomb explique la folie de Néron ou de Caligula. C'est pas mal, hein ça a de quoi charmer comme hypothèse, mais hélas, des recherches récentes mettent tout par terre, et oui, ça plombe l'ambiance. Tout ça, ça ne marche absolument pas parce que, en fait, les doses de plomb ne sont pas suffisantes pour causer un risque majeur à la santé publique. Alors attention, il y a pollution au plomb. Pollution au plomb, mais pas assez pour rendre toute une population débile. C'est dommage parce que c'était plutôt rigolo. Hein. Alors, juste pour terminer, il faut bien préciser que c'est le plomb qui est responsable de la pollution et en aucun cas le plombier. Lui, il n'y est pour rien, plombier, c'est juste un beau métier, quoi. Je suis plombier, c'est un beau métier. Je fais mon turbin, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'eau à l'eau. Voilà, Pierre Perret. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Le zizi. Le zizi, oui. Regarde-le. Oh, mais non, mais c'est des histoires de canalisation. C'est des histoires de tuyaux. Alors, on va essayer de se mettre à votre niveau. On bloque Ness en Écosse. Oui, dites-moi, il y a jeu de mots sur jeu de mots. Oui, parce qu'une nouvelle fois, nous allons déranger le monstre de Loch Ness qui, comme tout le monde le sait, adore 28 minutes. Il regarde ça d'ailleurs en se régalant d'une friture d'esturgeon tous les soirs. Oui, parce qu'il y a une nouvelle théorie qui concerne le monstre du Loch Ness qui va sortir en librairie le 12 novembre prochain en Grande-Bretagne. Nessie, donc c'est son petit nom. C'est son petit nom. Et bien, en fait, il ne serait qu'en fait qu'une vulgaire campagne de publicité pour le tourisme local. C'est un petit peu décevant, mais c'est le Daily Mail qui sort cette information. Le Daily Mail, c'est ce quotidien qui, il y a 82 ans, avait publié cette photo d'ailleurs de Nessie, la seule. Vous l'appelez Nessie. Voilà, la seule, l'unique. Et aujourd'hui, on sait la fausse, bien sûr, puisque en fait la photo était truquée. En fait, c'est une information qui s'appuie sur les travaux d'un chercheur de l'université de Bristol, Gareth Williams. Pour lui, tout commence dans les années 30. Après la Grande Dépression, eh bien, les hôtels écossais ferment les uns après les autres. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de touristes. Donc, le syndicat d'initiative locale décide de s'adresser à une agence de com. Et après une nuit, en fait, enivré au fin fond d'un pub londonien, il décide de ressortir cette vieille légende datant du 5e siècle. Comme plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, un monstre habiterait au fin fond d'un loch en Écosse, au nord-est de l'Écosse, donc dans le Loch Ness, voilà, situé. Et donc, dans ce lac, en plus, il est parfait parce que le paysage, il y a de la brume, il y a les ruines d'un vieux château, l'eau est très sombre, on met un coup de cornemuse par-dessus et la saison est sauvée. Et c'est comme ça que chaque année, il y a 1 million de personnes qui se rendent sur les bords du lac pour essayer d'apercevoir le monstre. Ça rapporte quand même 35 millions d'euros chaque année à l'économie locale. Alors, est-ce que les travaux de Gareth Williams, ça va freiner l'engouement pour Nessie? Eh bien, en fait, pas trop, parce que Nessie, il résiste à tout. Il résiste à toutes les expéditions scientifiques, à toute la technologie mise en place pour le retrouver, à toutes les théories. Et on peut même dire qu'avec le Yeti, c'est assez extraordinaire parce que, voilà, ils appartiennent au merveilleux, au monde du merveilleux, à ces légendes qui résistent encore au monde moderne. Parce qu'il faut bien dire, aujourd'hui, l'imaginaire, c'est un petit peu comme... Attendez, excusez-moi, j'ai reçu un petit texto justement de Nessie qui me dit de préciser qu'il n'existe pas et qui d'ailleurs me demande, Elisabeth, si vous allez passer pour Noël le voir. Donc on vient d'avoir la preuve. Donc, voilà. Il est polyglotte. Exactement, le monstre du Loch Ness donc n'existe pas, c'est lui qui le dit. En plus. Oui. Merci mes amis, Claude. Ça détend, voilà, on a tous quelque chose. Merci, c'était formidable. 28 minutes est terminé. À suivre Le pouvoir de la terreur, une théma présentée par Émilie Aubry sur les déchirements au Moyen-Orient, l'essor de Daesh, expansion du salafisme, guerre invisible dans les centres de torture en Syrie. On se retrouve demain à 20h05 avec la lauréate du prix Nobel de littérature, toujours chez Actes Sud. Tchuss, bis. Je suis